Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Un nouveau débrayage des blouses blanches pour protester notamment contre les défaillances au niveau du système actuel. Le mouvement qui a épargné les services des urgences et de réanimation a été suivi dans plusieurs villes. Le ministère de la Santé déclare étudier un projet de réforme. En Tunisie, aucune majorité claire ne s'est dégagée à l'issue du scrutin législatif marqué par une forte abstention. La participation a atteint 41%. Les premières estimations donnent les partis Ennahda et Qalb Tounes, la formation de Nabil Karoui, en tête. Plus que 3 jours avant la cérémonie de remise des prix du trophée Tidila, l'événement récompense des spots publicitaires qui mettent en valeur l'image de la femme, un trophée organisé par le comité parité et diversité de 2M dont la présidente Khadija Boujnoui est l'invitée de ce journal. Transformer le sable en rêve à travers un spectacle qui unit dessin, lumière, poésie et musique. Rêve dans le sable étant tourné dans les instituts français du Maroc. Un spectacle étonnant qui émerveille les enfants et fascine les adultes. C'est à découvrir à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Une grève nationale dans les hôpitaux publics, un nouveau débrayage des blouses blanches pour protester notamment contre les défaillances au niveau du système actuel de la garde obligatoire en dehors des heures de travail. Le syndicat indépendant des médecins du secteur public dénonce également le manque de ressources humaines. Le mouvement qui a épargné les services des urgences et de réanimation a été suivi dans plusieurs villes. Le ministère de la Santé déclare étudier un projet de réforme. C'est un reportage à Oujda et Fès de Sarah Jabli. Ce matin, à l'hôpital Rassani de Fès, les médecins sont présents mais en effectif réduit. Et pour cause, le syndicat indépendant des médecins du secteur public observe une grève nationale. Nos caméras n'ont pas été autorisées à filmer à l'intérieur de l'établissement. Mais nous avons pu recueillir les propos de quelques patients. J'ai subi une fracture vertébrale par le passé et je suis actuellement des séances de rééducation à l'hôpital. Ce matin, il y a des médecins qui sont présents et d'autres qui se sont absentés à cause de la grève. J'avais rendez-vous ce lundi et à ma grande surprise, on m'a annoncé que le médecin était en grève. J'ai fait le déplacement pour rien et je dois revenir mercredi. Des sit-ins ont été organisés aujourd'hui dans plusieurs villes du royaume, comme ici à Oujda. Les médecins grévistes ont protesté contre le système actuel de garde obligatoire en dehors des heures de travail. Un système qui présente, selon eux, plusieurs défaillances. C'est un système qui nécessite une présence effective du médecin 24 heures sur 24, ce qui veut dire qu'il assure son service habituel, en plus des cas d'urgence. Le scénario se répète au quotidien, ce qui constitue un danger à la fois pour le médecin et pour les patients. Nous sommes en train d'élaborer un projet relatif à la réforme de ce système de garde en partenariat avec les départements ministériels concernés. Le ministère de la Santé est également en train d'étudier la possibilité d'instaurer une prime sur le rendement. Dans ce sens, le syndicat indépendant des médecins du secteur public a appelé le département de tutelle à revoir les réglementations en vigueur afin d'améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé et par conséquent les soins médicaux des patients. Ce sont les médicaments les plus utilisés en automédication pour traiter les douleurs, la fièvre ou les symptômes du rhume chez les adultes et les enfants. Le paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourtant mal utilisés, ces antidouleurs peuvent entraîner de graves risques pour la santé. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament souhaite que ces produits en accès libre soient rangés derrière le comptoir des pharmacies. Les explications dans ce reportage de Jihan Douglali, Mustafa Saïdouni, le récit et de Rizlan Taipi. Acheter une boîte de paracétamol, il n'y a rien de plus anodin. Sous ses différents noms commerciaux, Doliprane, Dafalgan et Feralgan, ou ses formes galéniques, comprimés, sirops ou suspensions buvables, tout le monde peut se procurer ce médicament antalgique et antipyrétique. Sans ordonnance, il est même accessible parfois en libre service dans les rayons. Mon mari utilise le paracétamol par automédication et d'une manière excessive, presque chaque 4 heures. Les Marocains utilisent ce médicament d'une manière anarchique et exagérée, et cela n'est pas sans danger. Certains clients prennent 2, 3, 4 boîtes. Nous essayons de les dissuader, mais en vain.
Ce médicament peut être dangereux si la posologie n'est pas respectée. Au-delà de 3 grammes par jour et en cas d'usage au long cours, le paracétamol peut devenir toxique. En cas de surdosage, le foie est sursollicité. Le médicament peut devenir toxique et peut entraîner une hépatite fulminante. L'aspirine et l'ibuprofène peuvent aussi provoquer de graves lésions du foie et des complications rénales en cas d'usage excessif et inapproprié. Et c'est pour sécuriser leur utilisation que l'Agence du médicament préconise que le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens soient rangés derrière les comptoirs des pharmacies. Le prix Nobel de médecine 2019 attribué à 2 Américains et un Britannique pour leur découverte sur l'oxygénation des cellules. Leurs travaux expliquent un procédé d'adaptation essentiel des cellules et octroient de nouvelles possibilités pour combattre l'anémie, les cancers et d'autres maladies qui impliquent la perception cellulaire de l'oxygène. La semaine Nobel qui a démarré aujourd'hui est un moment très attendu en Suède et encore plus cette année. L'Académie suédoise, au cœur du scandale du Nobel de littérature, a fait peau neuve. 7 de ses 18 membres ont été remplacés. Direction la Tunisie, où aucune majorité claire ne s'est dégagée à l'issue du scrutin législatif marqué par une forte abstention. La participation a atteint 41,3%, un chiffre bien en deçà des précédents scrutins. En 2014, les premières estimations donnent les partis Ennahda et Qalb Tunis, la formation de Nabil Karoui, en tête. Les développements avec Hind Benabi. Des images de liesse devant le siège du parti Ennahda, malgré des résultats préliminaires qui ne donnent pas de gagnant clair. La formation assure avoir raflé le plus grand nombre de voix. Les sondages de sortie des urnes lui octroient 17 à 18% des votes, ce qui lui accorderait entre 40 et 45 sièges sur les 217 que compte l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement monocaméral tunisien. Nous avons remporté environ 20% des voix. Nous sommes conscients que nous avons des opposants et nous les respectons. Mêmes images de joie chez les membres du parti Qalb Tunis, crédité de 15,5 à 16% des voix, soit 33 à 35 sièges. La formation est présidée par le candidat au second tour de la présidentielle Nabil Karoui, incarcéré depuis août pour suspicion de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Lui aussi assure être arrivé en tête du scrutin. Les chiffres exacts ne sont pas les plus importants. Le plus important, c'est le nombre de sièges au Parlement. Notre estimation, c'est que nous avons remporté 36 sièges. Ennahda et Qalb Tunis sont suivis par plusieurs petits partis qui ont obtenu de 7 à 2% des suffrages. En attendant l'annonce des résultats officiels mercredi, les résultats provisoires laissent entrevoir une future assemblée morcelée dans laquelle la formation d'une majorité soutenant un gouvernement de coalition s'annonce délicate. En attendant, le seul chiffre rendu public est le taux de participation qui est de 41,3% en chute de 27 points par rapport au précédent scrutin. L'armée irakienne admet un usage excessif de la force dans un quartier de Bagdad lors du mouvement de contestation marqué par des violences sanglantes. Amnesty International réclame désormais des comptes pour les morts depuis mardi. Le bilan dépasse les 100 morts en moins d'une semaine alors que le gouvernement irakien tente de calmer la colère avec une série de mesures sociales. Les troupes américaines stationnées dans le nord de la Syrie ont commencé ce lundi à se retirer des abords de la frontière turque, ouvrant la voie à l'offensive militaire promise par Ankara contre les forces kurdes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'une attaque pourrait arriver à n'importe quel moment. Son chef de la diplomatie a affirmé que son pays était déterminé à, je cite, nettoyer le nord de la Syrie des terroristes qui menacent sa sécurité, en allusion aux forces kurdes. 900 participants représentant l'écosystème mondial des phosphates réunis à Marrakech pour participer aux travaux de la 5e édition du Symposium international sur l'innovation et la technologie dans l'industrie des phosphates, une plateforme d'échange et de partage d'informations et d'idées innovantes qui vise à examiner les nouvelles techniques et technologies pouvant améliorer la production et la préservation des ressources. C'est un reportage de Hassan Houbani, Adil Bouskri, le récit et de Amina Bkhalq.
Une salle comble pour l'ouverture de ce rendez-vous incontournable organisé autour de l'innovation dans l'industrie des phosphates. L'événement réunit le chiffre record de 900 participants de 39 pays. Ils sont chercheurs, experts ou encore industriels de renommée mondiale et veulent faire de ce secteur un levier de développement durable. Les phosphates doivent s'insérer dans un écosystème et cet écosystème est aussi social, traditionnel qu'écologique. C'est-à-dire que l'impact qui a été considéré dans le passé comme négatif doit être transformé dans un impact positif. Tout le stérile qu'il reste après l'exploitation des mines doit se convertir dans, par exemple, un papier. Au-delà des échanges scientifiques entre spécialistes, cet événement entend aussi proposer des solutions concrètes et accessibles. Voilà pourquoi 80 exposants ont eu l'opportunité, à travers ce symposium, de mettre en valeur leurs produits et de présenter leurs idées de fertilisants intelligents. Car l'économie circulaire nécessite aujourd'hui une mobilisation tous azimuts. On a besoin aussi des fournisseurs d'équipements, des fournisseurs de technologie. Alors ils sont cette année une centaine qui sont venus des 5 continents pour nous présenter les meilleurs de leur technologie, que ce soit pour l'OCP ou pour les différents concurrents qui sont là et des fabricants de fertilisants qui sont dans ce congrès. Les procédés de valorisation des phosphates, un sujet crucial pour le Maroc qui détient 75% des réserves mondiales. Des réserves si importantes qu'il faudrait 7 siècles pour les exploiter entièrement. Plus que 3 jours avant la cérémonie de remise des prix du trophée Tilila, l'événement qui en est cette année à sa 2e édition, récompense des spots publicitaires qui mettent en valeur l'image de la femme. Un prix organisé par le comité Parité et Diversité de 2M, la structure qui a vu le jour il y a 6 ans, œuvre tout au long de l'année pour l'égalité homme-femme, mais lutte également contre la prolifération des stéréotypes négatifs et vise à donner une meilleure image de la femme dans les médias. Je vous propose de découvrir le rôle et les actions de ce comité dans ce reportage de Rita Sah. Dans les bureaux du comité Parité et Diversité de 2M, l'ambiance est studieuse. Depuis plusieurs semaines, tout le monde est sur le qui-vive. À J-4 de la 2e édition du trophée Tilila, l'équipe peaufine les derniers détails pour que la soirée soit un succès. C'est la dernière ligne droite, donc on fait les dernières modifications sur le déroulé de la soirée, on boucle la liste des invités, on coordonne avec les différents prestataires pour tout ce qui est relatif aux besoins techniques, artistiques, etc. Tout au long de l'année, le comité propose également des débats et des sessions de formation et de sensibilisation. À l'origine d'une charte pour la valorisation de l'image de la femme, le CPD met également en lumière des compétences 100% féminines, originaires du royaume et du reste du continent, à travers différentes plateformes digitales. La structure qui a vu le jour en 2013 organise enfin divers événements, toujours dans l'objectif d'œuvrer pour la parité et lutter contre toute forme de discrimination. Sur ces 3 éléments, on voit l'importance d'un comité qui, au sein d'une chaîne, d'un média aussi important que 2M, l'importance que ça revêt pour la société et pour initier un petit changement au niveau des mentalités et pourquoi pas demain avoir justement plusieurs initiatives et s'aimer encore plus au niveau de l'économie et de la société marocaine. Sur les questions de l'égalité homme-femme, l'égalité des sexes, oui, il y a des avancées, il y a des choses qui se font, mais on est encore loin d'atteindre réellement l'égalité. Aujourd'hui encore, beaucoup de composantes de la société considèrent que le débat sur la question est un luxe, alors que les injustices sont encore là sur le plan économique, juridique. Malgré le principe d'égalité instauré dans l'article 19 de la Constitution de 2011, les injustices sont en effet nombreuses. Selon le HCP, dans le Royaume, le taux d'activité chez les femmes dépasse à peine les 22%. La représentation de la gente féminine dans des postes de responsabilité demeure faible. Seuls 18% des cadres dirigeants sont de sexe féminin et 13% des membres de conseils d'administration sont des femmes. Il est important qu'il y ait un travail sur la vigilance collective vis-à-vis de ces questions parce que cela renvoie non pas à une corporation, à une partie de la société, mais carrément à un projet de société qui serait basé d'abord sur l'égalité citoyenne, sur le respect de la dignité de la femme et sur l'implication de tous, hommes et femmes, dans cette longue marche vers le progrès.
Abolir le sexisme, venir à bout des stéréotypes négatifs, valoriser l'image de la femme, autant d'objectifs qui nécessitent une contribution importante des médias. Les initiatives qui visent à promouvoir la parité et l'égalité représentent d'ailleurs de véritables outils de conscientisation, des instruments qui devraient permettre de favoriser l'égalité des chances, des conditions essentielles pour une plus grande implication de la femme dans la société, mais également dans le développement socio-économique. Et pour parler plus en détail de l'événement, la présidente du comité parité et diversité de 2M est l'invitée de ce journal. Khadija Bojnoui, bonsoir. Bonsoir Hsen. Alors avant d'aborder le trophée Tilila en lui-même, arrêtons-nous sur l'origine de la démarche. Comment a pris naissance cette volonté de valoriser l'image de la femme ? En réalité, c'est une volonté qui est inscrite dans l'ADN de la chaîne depuis sa création en 1989 et cette volonté a été renforcée avec la création justement du comité parité et diversité en 2013. Le comité a fait un état des lieux et il en est sorti avec des constats et des constats sont arrivés des engagements que la chaîne a pris à travers une charte valorisation de l'image de la femme. Qu'est-ce que vous avez retenu parmi ces engagements ? Alors en gros, c'est la lutte contre les clichés stéréotypes à l'égard des femmes, négatifs bien sûr, et deuxièmement, le manque de visibilité, renforcer la visibilité et la présence des femmes expertes à travers les médias et nos médias en particulier. Alors, avec le trophée Tilila, vous avez eu cette volonté de récompenser les spots publicitaires qui transmettent l'image la plus valorisante de l'image de la femme marocaine. Est-ce que vous avez le sentiment que la première édition du trophée Tilila a déclenché une prise de conscience chez les annonceurs et chez les agences de communication ? Alors, avant de répondre à cette question, le trophée Tilila découle justement des engagements qui ont été pris par la chaîne à travers sa charte et la première édition a créé une certaine dynamique positive chez aussi bien les annonceurs que les agences créa et nous sommes vraiment aujourd'hui heureux de constater la prise de conscience dans les spots publicitaires. Comment vous le ressentez par rapport au retour que vous avez des agences ? Alors, à travers la deuxième édition et les candidatures qui ont été déposées, on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience, des fois d'une façon directe, parfois d'une façon subtile. Et d'ailleurs, le comité de présélection a eu du mal à shortlister les 10 spots qui seront remis au jury le 10 octobre pour choisir les 3 gagnants. Alors justement, cette année, il y a beaucoup de nouveautés pour cette deuxième édition. Quelles sont ces nouveautés ? Alors, cette deuxième édition a pour nouveauté, cette année, le trophée Tilila récompensera 3 spots publicitaires et non pas un. C'est toujours dans le cadre de cette démarche de sensibilisation et d'encouragement des annonceurs et des agences créa. Et deuxièmement, c'est l'occasion aussi pour rendre hommage à une personnalité d'envergure. Cette année, le choix se porte sur Madame Zakia Taheri, qui s'est distinguée par son parcours et la lumière qu'elle a jetée tout au long de son parcours sur la condition de la femme et la place qu'occupe la femme dans la société marocaine. Alors les spots qui sont en lice cette année, il y en a 10 je pense. Est-ce qu'ils sont plus riches en termes de valorisation de l'image de la femme par rapport par exemple à la précédente édition ? Alors il y a 10 campagnes publicitaires qui ont été shortlistées, 19 spots publicitaires. Ils contiennent tous bien sûr cette dimension qui est la valorisation de l'image de la femme et c'est au jury qui est totalement indépendant, qui va avoir la lourde tâche de choisir les 3 gagnants. Et les prix seront décernés le jeudi 10 octobre. Le jeudi 10 octobre. Khadija Bojnoui, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Hsen. Nous ouvrons la page culturelle avec le festival du court-métrage méditerranéen de Tanger qui s'est clôturé ce week-end et c'est le film turc Lourd Fardeau du réalisateur Yilmaz Özdil qui a remporté le grand prix de cette 17e édition. Une consécration justifiée selon la présidente du jury, la réalisatrice Leila Kilani, par la qualité de son texte et de sa réalisation ainsi qu'au contrôle parfait des scènes et des techniques de narration. Le film raconte l'histoire d'un Kurde de Syrie qui s'est réfugié chez son oncle en Turquie après le début de la guerre avant de rentrer au pays pour récupérer son jeune âne en vue de remplacer le vieil âne de son oncle retraité.
Lorraine Biorel a le pouvoir de transformer le sable en rêve à travers un spectacle qui unit dessin, lumière, poésie et musique. Rêve dans le sable étant tourné dans les instituts français du Maroc, un spectacle étonnant qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs au rythme d'histoires fantastiques. Ce sont des images de Miloudi Zindine commentées par Samia Halis. Sous les doigts experts de Lorraine Biorel, les grains de sable s'égrènent au fil des notes de musique pour embarquer les spectateurs le temps d'une pause poétique dans un univers magique. C'est un spectacle où en fait je dessine sur une table lumineuse qui est filmée du dessus et reprojetée sur grand écran. Ce qui permet aux spectateurs de voir les dessins se construire et se modifier au fur et à mesure des histoires. C'est un spectacle romantique, poétique, très attachant. Le public est venu très nombreux. Blanche s'échappa alors par le bec. Des histoires passionnantes, pleines de poésie, de beauté et de magie. Les personnages et les héros des contes extraordinaires se succèdent et disparaissent au gré des dessins sur sable. Tout ce qu'il avait économisé pour obtenir. Petits et grands sont fascinés. Le spectacle était génial, j'ai adoré le spectacle. C'est magique, ça nous incite à faire un petit voyage dans le monde des rêves. La création de Rêve dans le sable a duré plus d'1 an. Sur la table lumineuse de Lorraine Biorel naissent en quelques secondes des univers de sable mouvant qui se transforment en jardins fleuris et en contes magiques. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, une grève nationale dans les hôpitaux publics, un nouveau débrayage des blouses blanches pour protester notamment contre les défaillances au niveau du système actuel de la garde obligatoire en dehors des heures de travail. Le syndicat indépendant des médecins du secteur public dénonce également le manque de ressources humaines. Le mouvement qui a épargné les services des urgences et de réanimation a été suivi dans plusieurs villes. Le ministère de la Santé déclare étudier un projet de réforme. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Rfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.